Dès l'âge de 10 ans, moi j'aimais bricoler, quoi, parce que pendant la guerre, je bricolais des postes de TSF à Galen. Enfin, ça, c'était probablement héréditaire du côté de ma mère, qui était également une personne qui aimait beaucoup se servir de ses mains. Né en 1904 en Normandie, il vit aujourd'hui à Meudon dans la région parisienne. Son histoire, ses découvertes, ses inventions se confondent avec la révolution scientifique du XXe siècle. Au moment de la seconde, j'avais eu un excellent professeur de mathématiques et un très mauvais professeur de lettres. Ce professeur faisait un cours de géométrie absolument magnifique et en quelques mois, il suscitait l'enthousiasme des élèves. Tandis que le professeur de lettres, on reprenait toutes les tragédies classiques comme ça, acte par acte, vers par vers, alors c'était finalement complètement écœurant. Et à ce moment-là, je me suis dit que je ne ferais pas de lettres, mais que je ferais des sciences. Et moi, je suis rentré à l'école normale avec l'intention très nette de donner ma démission à la sortie pour être ingénieur. À la fin de ses études, le directeur de l'école normale supérieure proposa à Louis Néel un poste de chercheur à Strasbourg et lui demanda sa réponse en 10 minutes. Il accepta et son destin en fut bouleversé. À Strasbourg, ville frontière, dans le laboratoire de Pierre Weiss, le pape du magnétisme, il oublia le conservatisme de l'université parisienne et entra de plein pied dans le monde européen de la physique quantique des années 20. Ça a duré d'abord une dizaine d'années à Strasbourg, puis j'ai repris ça à Grenoble et je suis arrivé à la théorie du ferrimagnétisme, qui est la théorie justement de tous les grenats et de tous les corps qui ont des applications considérables dans les très hautes fréquences actuelles. Alors là, on a eu la preuve définitive parce que on a obtenu on a fabriqué de nouveaux corps dont les idées de fabrication avaient été inspirées par la théorie. Et c'est pour ça que vous avez eu le prix Nobel? C'était pour ça que j'ai eu le prix Nobel. Monsieur Néel, j'ai essayé de décrire en suédois vos importantes découvertes qui, d'une manière imposante, ont continué la grande tradition française en magnétisme. D'une manière essentielle, ont décidé de la conception moderne de la magnétisme. Pour moi, la valeur d'une théorie physique, c'est de vous aiguiller vers des expériences et faire des choses que personne n'avait jamais faites avant et mesurer des choses que personne n'avait mesurées avant, c'est-à-dire des opérations concrètes. Une théorie qui ne débouche pas sur quelque chose de concret, n'a pas beaucoup de valeur pour moi. Au fond, on s'aperçoit qu'à mesure que le temps passe, le nombre des phénomènes qu'on a expliqués devient de plus en plus compliqué à mesure que nos moyens d'observation deviennent plus sophistiqués. Par conséquent, ça devrait nous insister à plus de modestie. Et moi, je suis frappé sur le fait qu'en mécanique, par exemple, nous fabriquons des trucs extraordinaires, mais nous sommes absolument incapables de fabriquer un moustique de 1 millimètre de diamètre capable de voler. Donc ça appartient à l'infinité des questions qu'on peut se poser, auxquelles on est certain, a priori, de ne pas pouvoir donner de réponse. Alors moi, j'ai une position très simple vis-à-vis de tous les problèmes de ce genre-là. Je ne me les pose pas. Parce que c'est pas la peine que je me pose un problème que je ne pourrais pas résoudre.
C'est-à-dire que j'ai une position désespérée là-dedans, c'est qu'il y a des gens qui croient avoir donné une réponse, et ben, moi je dis ils sont très heureux d'avoir trouvé une réponse, moi je ne suis pas contre. Peut-être parce que j'ai jamais été le partisan d'une spécialisation étroite. J'aurais aimé qu'on puisse se consacrer à des tas de recherches dans des domaines variés, ce qui est de plus en plus difficile actuellement. En science, il faut deux choses. Il faut tout de même ne pas rester dans les domaines acquis, avoir de l'imagination pour se lancer dans des idées farfelues, mais tout de même avoir un certain esprit critique pour ne pas être trop farfelu. Alors il y a un équilibre à trouver. En 1939, la marine fait appel à Louis Néel. Le magnétisme avait fait des progrès dans la technologie militaire. Les mines faisaient sauter les bateaux qui se comportaient comme des aimants. On pria Louis Néel de trouver une solution rapidement. Il la trouva et désaimanta les navires en les faisant passer dans d'immenses bobines électriques. Plus tard, il développa ses idées pour expliquer le magnétisme des roches qui, chauffées, enregistrent et gardent la mémoire de la direction du champ magnétique terrestre. Avec ses découvertes, l'étude du magnétisme des roches, le paléomagnétisme, est devenu un outil de recherche essentiel de la géophysique pour reconstituer l'histoire de la Terre. Ce furent quelques-unes des inventions qui le firent entrer dans le monde des ingénieurs et de l'industrie. Louis Néel devint un entrepreneur. Au moment où on a développé Grenoble, n'est-ce pas, la principale réputation du laboratoire du CNRS de Grenoble, c'était le magnétisme. Et tout le monde s'attendait justement à ce que je développe le magnétisme. Et c'est pas le magnétisme que j'ai développé, c'était tout ce qu'il y avait à côté. Alors, les gens n'ont pas très bien compris pourquoi. Parce que moi, je pensais que c'était quand même un domaine un petit peu particulier, qu'il y avait beaucoup d'autres choses intéressantes à faire, et que c'était ailleurs qu'il fallait développer les choses et non pas se concentrer sur le magnétisme sous prétexte qu'il y avait eu des succès très nets là-dessus. Je crois que ce qui s'est passé après m'a donné raison, quoi. Il valait mieux que ce soit très pluridisciplinaire. Vous savez qu'Einstein, à la Sorbonne, on n'en voulait pas aux environs de 1922. Ça a été considéré comme un complet farfelu. Vous étiez très singulier dans la mesure où vous avez un côté tout à fait artisanal et inventeur solitaire, et d'un autre côté, vous avez été un des premiers grands organisateurs de la recherche en France. Je me sens un peu moi-même comme le survivant d'une époque révolue. Je me considère plutôt comme un physicien du XVIIIe siècle qui serait attardé au XXe, à peu près. Moi, je suis écartelé, justement, entre un goût natif pour la tradition et pour les choses nouvelles en physique. Et je suis tout à fait confiant qu'il y a là-dedans une opposition, mais je ne peux pas donner de solution pour ça. C'est une contradiction qui existe en moi d'une façon fondamentale. Je reconnais que parmi mes collègues physiciens, il y en a beaucoup qui veulent faire telle ou telle expérience et que la question de prix, n'est-ce pas, ne leur importe pas. Moi, il y a quelque chose que je ne sais pas si je l'ai dit officiellement, mais ce qui m'intéresse, c'est le rapport de l'intérêt d'une recherche à son prix. Si c'était qu'une transformation d'ordre industriel, d'ordre scientifique, mais ça a été accompagné de tellement d'autres révolutions d'ordre politique, d'ordre social, d'ordre moral, que l'addition de tout ça arrive à faire quelque chose d'un petit peu démentiel. Dans notre civilisation actuelle, ce qui manque un petit peu, c'est la stabilité. Mais enfin, quand je vous dis ça, je me rends compte que je suis tout à fait ringard et que mes fils et mes petits-fils me regardent en rigolant.
Et vous lisiez Jules Verne et toute cette... Il y avait à cette époque-là, naturellement Jules Verne, c'était le grand auteur de l'époque. Ça m'a toujours passionné, Jules Verne. Sur l'intérêt de la trigonométrie, quoi, pour mesurer les hauteurs de falaise ou des choses comme ça. Je sais que j'aurais été notaire à Brive ou dans des tas de patelins comme ça, j'aurais été très, très content. En réalité, j'aurais pu faire beaucoup de choses. De Gaulle avait lui aussi besoin de neutrons et de réacteurs de recherche pour construire la première bombe atomique française. Néel fit donc une alliance. Il créa le Centre d'études nucléaires de Grenoble avec un réacteur, puis un second. Il créa et dirigea aussi avec le CNRS un grand laboratoire de recherche sur le magnétisme. En 30 ans, il transforme Grenoble en l'un des premiers centres européens de recherche scientifique. Avec la nouvelle source de rayons X pour la biologie, avec le réacteur de recherche européen à haut flux, source de neutrons unique au monde. Louis Néel est ainsi l'un des premiers inventeurs de cette nouvelle manière de faire de la recherche, l'un des plus secrets, l'un des plus importants en France, dont l'influence s'étend dans toute l'Europe. Non, mais ça prouve que l'histoire de Grenoble, que si on veut, on peut arriver à développer en province des centres de recherche importants. Mais la décentralisation, c'est un sens bien particulier pour les gens de Paris, n'est-ce pas? On veut bien que la recherche se fasse en province, mais à condition qu'on la dirige de Paris. De la Palme était indispensable pour développer le centre d'études nucléaires de Grenoble, parce qu'on ne pouvait pas le développer avec des universitaires uniquement. Ça aurait été très mal vu au siège. Alors, il nous fallait absolument un polytechnicien, ça c'était pour équilibrer les universitaires. Effectivement, oui. Un bon résultat, ça a été Berthaud, quoi, du point de vue théorique, il était excellent. Oui. Donc là, on vous ressemblait. Oui, il y avait tout. Bourissonneau également était quelqu'un de très astucieux. Il vient de prendre sa retraite. Alors maintenant, tous mes élèves prennent leur retraite. Oui. Il était très gentil, Botnet. Et il n'avait jamais abandonné la recherche expérimentale. Même la veille de sa mort, il faisait des tas de manifs intéressantes. Moi, mon activité à Grenoble a été douce parce qu'elle a été d'abord développée dès 1940 un laboratoire de recherche qui a tout de suite connu un grand succès, notamment avec la découverte du ferrimagnétisme et ensuite de tous les grenats de terres rares qui ont eu ultérieurement tellement d'importance. Alors là, cette phase initiale a été suivie d'une phase un petit peu de caractère administratif. Elle a conduit à créer de nouveaux laboratoires, à créer une collaboration avec le commissariat à l'énergie atomique, à créer le centre d'études nucléaires de Grenoble, et du côté universitaire, à transformer l'Institut Polytechnique en Institut National Polytechnique. Et toutes ces créations ont conduit à changer énormément le climat de Grenoble, puisque d'une ville de 70 000 habitants, on est passé à une agglomération de près de 300 000 habitants. Et c'est ça qui a marqué Grenoble. Et je me suis toujours demandé si, dans mon activité scientifique qui m'a valu le prix Nobel de physique, il n'y avait pas une autre activité, une activité de développement de laboratoire qui finalement a eu une importance au moins aussi grande. Moi, je pense que
En ce qui concerne la physique, si je n'avais pas découvert l'antiferromagnétisme ou le ferrimagnétisme, il y a quelqu'un d'autre qui l'aurait trouvé. Mais on peut se demander si Grenoble aurait connu le même développement. Bien que je fasse un petit peu de réserve sur ce développement, parce que quand je compare le Grenoble d'aujourd'hui au Grenoble que j'avais connu en 1940, je trouve qu'il y a un peu beaucoup de béton à l'heure actuelle.